Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Il n'est jamais trop tard lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour la santé. En effet, le 29 octobre dernier était marqué par la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Pour en parler, je suis donc avec le docteur Franck Moubamba, qui est cardiologue au centre hospitalier universitaire de Libreville. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, malheureusement, la cote de popularité des AVC ne fait que prendre des proportions importantes en Afrique en général. Dites-nous quelle est la situation au Gabon. Mais avant ça, est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est un AVC? Voilà. Merci de me passer la parole et de m'inviter à l'occasion de cette journée. Alors, nous passons rapidement dans le vif du sujet. L'AVC se définit comme un accident vasculaire cérébral. Alors, qu'est-ce qu'on entend par accident vasculaire cérébral? Nous avons deux types d'accidents vasculaires cérébraux, notamment les accidents vasculaires cérébraux que l'on dit ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux que l'on dit hémorragiques. Alors, dans les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, nous en avons deux types. Nous avons l'accident ischémique transitoire, dont les troubles que nous constatons mettent moins d'une heure, et l'accident ischémique que l'on dit constitué, nous avons des déficits qui se prolongent. Et l'accident vasculaire hémorragique se définit comme une hémorragie cérébrale ou bien méningée due à une cause dont nous allons en parler. C'est lorsqu'on a un caillot de sang. Voilà, lorsque nous avons un caillot de sang dans le cerveau ou bien dans les méninges. D'accord. Et avant ça, c'est lorsqu'on a des vaisseaux qui sont bouchés? Voilà, non. C'est-à-dire que l'accident vasculaire cérébral ischémique, on entend vaisseaux bouchés. Et qu'est-ce qui bouche les vaisseaux? Ce sont on appelle ça de l'athérome. Vous voyez, lorsque la graisse se compacte dans l'artère, ça peut boucher ces artères-là. Et lorsque cette graisse va être emporté dans le courant, dans le torrent sanguin pour aller obstruer les artères de petite et de moyen et petit calibre et provoquer donc un AVC ischémique. L'AVC ischémique se définit par une insuffisance d'irrigation du territoire qui est drainé par cette artère-là, qui est bouchée. C'est ce qu'on appelle ischémie. Mais si l'ischémie se prolonge, on peut aboutir à un infarctus. Ça veut dire que la zone du cerveau qui est irriguée par cette artère meurt. C'est ce qu'on appelle accident ischémique. D'accord. Voilà. Alors, quel est l'état de la situation au Gabon par rapport aux AVC? Voilà, par rapport aux AVC, ce que nous allons dire, il y a une récente étude qui a été publiée par le service de neurologie du CHUL. Les AVC représentent 48% d'admission dans le service de neurologie. En cardiologie, nous avons à peu près 20% d'admission dans notre service. Donc, c'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme. Et toutes les tranches d'âge sont concernées, aussi bien les adultes, aussi bien ceux qui sont dans ceux qui sont dans le troisième âge, ainsi que ceux qui sont âgés de moins de 30 ans. Ça concerne tout le monde. C'est vraiment un véritable problème de santé publique auquel il faut vraiment s'en occuper. Alors justement, j'allais venir, les AVC touchent tant les jeunes que les seniors. Malheureusement, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font des AVC. Oui. Comment est-ce que vous l'expliquez aujourd'hui? Mais comment faut-il l'expliquer? C'est parce que, d'abord, il faut ne fait pas un AVC qui veut. Il faut savoir qu'il existe des facteurs de risque de l'AVC, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'hypercholestérolémie, et puis il y a des maladies cardiaques, mais également ce qu'on appelle la prise d'œstrogènes progestatifs chez des jeunes, chez des femmes en période d'activité génitale. Voilà. Donc ce sont celles qui sont encore réglées, qui, pour éviter les grossesses, prennent des œstrogènes progestatifs. Mais ça peut donner également des AVC. Des pilules, ça peut donner également les AVC. D'accord, donc sur une période trop longue. Une période trop longue. Ou lorsqu'il y a le dosage est mal voilà, le dosage, et puis ça, les gynécologues savent le faire. On le prescrit par la gamanu. Il faut, avant de prescrire des œstrogènes progestatifs, il faut faire un bilan complet, hématologique, et puis le gynécologue verra le genre de pilule qu'il prescrira
à la patiente. Donc là, c'était de dire, Voilà. en ce qui concerne les femmes, il est important d'avoir une ordonnance, donc Voilà. un avis de son gynécologue Tout à fait, avant de prendre une quelques pilules, parce qu'il y a des risques derrière. Parce qu'il y a des risques derrière. Voilà. Et la pilule, il n'y a pas que des... Aujourd'hui, nous parlons des AVC, mais il y a beaucoup de pathologies que ça peut provoquer, notamment les embolies pulmonaires, bref. Donc, avant de se faire délivrer une ordonnance, et avant de consommer un médicament, il faut passer chez le médecin pour se le faire prescrire. Alors, on parle des jeunes, mais est-ce qu'on pourrait parler aussi de l'hygiène de vie, qui est également l'une des causes des AVC? Tout à fait. Mais disons que quand on parle d'AVC, la prise en charge d'un AVC passe par il faut faire le diagnostic de l'AVC, parce qu'il peut y avoir des pathologies qui se ressemblent alors que ce n'est pas l'AVC dont on parle, par exemple. Donc, il faut faire le diagnostic de l'AVC qui commence cliniquement et puis il y a des examens complémentaires. Okay? Après, il faut traiter cet AVC-là. Mais il faut traiter l'AVC, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'AVC peut constituer une urgence. Très bien. C'est vraiment une urgence. Il faut, ça peut engager assez rapidement le pronostic vital. Donc ces patients-là doivent être dirigés dans les services qui s'en occupent. Notamment, le patient vient, il passe par les urgences, le diagnostic est rapidement posé, alors il va être dirigé soit en neurologie, soit en cardiologie, soit en réanimation en fonction de l'état de conscience du patient, en fonction de comment il respire. Parce que ça tout dépend du siège de l'AVC. Si c'est par exemple un AVC qui concerne les centres respiratoires, le patient a du mal à respirer. Il va être admis en réanimation. Donc, à passer ce cap, il faut maintenant savoir qu'est-ce qui a causé l'AVC. Si c'est une hypertension artérielle, si c'est un diabète, si c'est une hypercholestérémie, alors là, il faut donner les médicaments appropriés pour faire en sorte que les chiffres tensionnels soient bien contrôlés. Bien contrôlés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres tensionnels doivent être maintenus à des valeurs acceptables, notamment 140 sur 90 mm de mercure. Pour le commun de mortel, on dit 14,9. Une tension en dessous de 14,9 protège le patient. Okay? Pour un diabète, il faut donner les médicaments qu'il faut pour maintenir la glycémie à des valeurs également inférieures. Alors, la journée mondiale des AVC est ponctuée par le mot sensibilisation. Voilà. Qu'est-ce qui est fait au niveau du Gabon dans ce sens? Dans ce sens-là, la sensibilisation, elle passe d'abord... il y a plusieurs niveaux de sensibilisation. Soit une sensibilisation de masse, soit une sensibilisation de ceux-là qui viennent à l'hôpital. Nous voyons beaucoup de patients qui viennent à l'hôpital et qui ont des facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, je vous ai cité cela, et on leur dit, écoutez, il faudrait que votre tension soit bien contrôlée par les médicaments. Mais il n'y a pas que les médicaments. Il y a également, il faut changer de comportement alimentaire et il faut observer des mesures d'hygiène. Donc l'hygiène de vie. Le comportement alimentaire, c'est quoi? C'est manger moins gras. Manger très peu salé, très peu gras, très peu sucré. D'accord. Alors très peu salé, c'est quoi? Il y a des choses qui sont vendues dans le commerce. On ne va pas leur faire la guerre. Mais moi, quand j'achète une bouteille d'eau minérale, je sais la consommation de sel. Je sais le taux de sel que je dois consommer. C'est sur l'étiquette. Alors que quand j'achète Maggi, l'arôme Maggi, le cube Maggi, tout ça, il n'y a aucune indication là-dessus. Aucune indication. Donc ça, ce serait vraiment à bannir de l'alimentation. Voilà, vraiment pas de cube Maggi, pas d'arôme Maggi. Parce que moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt. On appelle ça des poisons. Cube Maggi, arôme Maggi, c'est du poison, ça. Et puis, vous voyez, par rapport aux habitudes culinaires, tout passe d'abord par la poêle. Tout passe dans la poêle. Mais tout ce qui passe dans la poêle, là, il y a du sel, il y a du cube Maggi. Après la poêle, ça va aller dans la casserole. Alors, il y a le cube Maggi. Il y a le sel. Et il y a l'huile. Et l'huile, là, ça passe dans la poêle, dans la casserole. Et si c'est des féculents, par exemple le riz, il y a encore du sel et
de l'huile. Mais tout ce sel-là qu'on utilise, si on pouvait mettre ça, on pouvait mesurer tout ça là, ça ferait une énorme quantité de sel. Alors que l'on dit il faut consommer 6 grammes de sel. 6 grammes de sel, c'est une cuillerée à café rase de sel à consommer par jour, à répartir dans tous les plats de la journée. C'est-à-dire, vous préparez non salé et c'est lorsque vous passez à table que vous mettez du sel. Vous voyez, par exemple, quand on mange dans les restaurants orientaux ici, c'est déjà salé. Ou bien occidentaux, par exemple, ici, non. Si vous allez manger chez les Chinois, par exemple, moi je ne dirais pas l'endroit, vous mangez chinois, ou bien dans les autres restaurants occidentaux, mais ce n'est pas salé du tout. C'est vous-même qui salez votre alimentation lorsque vous êtes à table. Donc il faut consommer moins de sel. Vous voyez également, vous avez cité l'huile. Effectivement, l'huile, depuis les fritures jusqu'à la cuisson, on ne fait que mettre de l'huile. Mais le litre d'huile met combien de jours dans les ménages, dans la semaine? Ça met combien de jours? Même pas une semaine. C'est-à-dire qu'on boit de l'huile. C'est-à-dire que lorsque vous vous servez, vous traversez une épaisse couche de graisse que vous mettez dans votre assiette avant d'arriver jusqu'au quartier de morceaux de viande ou de, je sais pas moi, de poisson que vous le consommez. Voyez-vous? Donc, notamment les huiles. Il faut privilégier les huiles végétales. Mais attention à l'huile de palme, à l'huile d'arachide, à l'huile de maïs. Il faut le sieur, également tournesol ou olive. Et même la bouteille, même l'huile d'olive, il faut 1 ou 2 cuillères. Une petite quantité. Une petite quantité. On a aussi l'option des sprays pour également, tout à fait. minimiser. Et il faut faire attention. Quand je parle du sel, les boissons gazeuses sont salées. Exactement. Les boissons gazeuses sont salées. Les comprimés, lorsque j'ai mal à la tête, je prends par exemple un comprimé effervescent, mais les comprimés effervescents sont salés. Si vous faites dissoudre un comprimé dans un verre d'eau, mais lorsque vous buvez cette eau-là, mais il y a une saveur salée et sucrée. Donc il faut faire attention. Donc on vous dit très peu salé, c'est très peu salé. Alors, faute d'une prise en charge très rapide, les lésions peuvent devenir irréversibles. Voilà. Chaque minute compte. Quels sont les signes avant-coureurs des AVC? Ce qu'on doit savoir. Quels sont les signes avant-coureurs? Tout à fait. C'est une course contre la montre. Il faut connaître ces signes-là. Et les signes apparaissent brutalement et assez rapidement. Nous avons des déficits moteurs. Donc quelqu'un qui avait toutes ses possibilités physiques n'arrive plus à marcher. Donc soit, généralement, c'est une paralysie d'un hémicorps. Donc ça dit que d'une partie du corps, ça peut être à droite ou à gauche. Ça peut être une paralysie complète qu'on appelle hémiplégie ou incomplète qu'on appelle hémiparésie. Voilà. Ça peut être des troubles... Et la perte de la parole aussi? Voilà, donc j'en viens. Donc ça peut être, donc j'ai parlé de la motricité, ça peut être une atteinte sensitive, donc au niveau donc on peut avoir des déficits sensitifs. Donc quelqu'un me touche, je ne sens pas qu'il me touche, ou alors je sens des paresthésies d'un hémicorps, ou alors c'est des troubles de la parole, donc des difficultés à parler ou même à comprendre. Il peut avoir des confusions, par exemple, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où est-ce qu'il est, le patient, on lui parle, mais il répond à côté. Alors, est-ce que, enfin, c'est vrai qu'on peut arriver à la mort, mais avant d'en arriver là, parlons des séquelles, est-ce qu'on peut avoir des cas de démence, par exemple? Tout à fait, ça, ce sont les... Mais je termine avec les signes. Notamment, on peut avoir des troubles de l'équilibre et de la marche et qui nous exposent à des chutes. Vous voyez, quelqu'un qui ne peut plus se lever, il se lève du lit, il tombe. Attention, ça doit attirer l'attention de la famille. Celui-là, il faut l'amener, il faut le conduire à l'hôpital. Maintenant, les complications. Les complications peuvent être, il y a des complications en phase aiguë et des complications un peu à la phase chronique. Les complications en phase aiguë, c'est quoi? On peut avoir des troubles respiratoires parce que l'AVC, ce que nous voyons, les paralysies que nous voyons, c'est à l'extérieur. Mais il y a également des complications. Si moi je parle, c'est parce que les muscles qui me permettent de parler fonctionnent. Si je prends un verre d'eau, c'est parce que les muscles de la déglutition fonctionnent. Mais je peux avoir un trouble de la déglutition pas dû à un AVC. Si j'ai des troubles de la déglutition, un patient qui vient de faire un AVC avec une poussée hypertensive peut avoir des troubles de la déglutition et vous lui donnez de l'eau ou bien à manger, au lieu que ça aille dans le tube digestif, ça peut aller dans les bronches et puis là, il va faire des troubles, il va s'infecter au niveau de ses bronches. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, l'une des complications, le patient peut rentrer directement dans le coma et décéder.
voyez-vous. Mais seulement pour les complications chroniques, ce qu'il faut savoir en fait dans l'AVC, c'est que 10% de ces patients-là décèdent à 1 mois de ces patients qui font l'AVC. Maintenant, ceux qui ne sont pas décédés, 50% de ceux-là deviennent invalides et 25% d'entre eux développent de la démence, et qu'on appelle démence vasculaire. Effectivement, on peut être dément suite à un AVC. Un AVC. Voilà. D'accord. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On espère vraiment que cette émission va parler aux gens, que ça sera aussi un élément de sensibilisation pour tous les téléspectateurs. En fait, je vous remercie de m'avoir invité. C'est peut-être l'occasion ici qui m'est donnée de sensibiliser la population par rapport à la dangerosité des AVC. Parce qu'il faut savoir qu'il y a qu'il y avait 2 types d'AVC, les ischémiques et les hémorragiques. Et les AVC hémorragiques sont même plus dangereux que les AVC ischémiques. Et la cause de ces AVC, ce sont les facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle. Nous devons combattre l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'hypercholestérémie, mais également le tabagisme, également pour des jeunes dames, les œstroprogestatifs, notamment la pilule. Très bien. Merci beaucoup, Dr Mobamba. Je vous remercie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.